Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur LCI. On est dans Jean-Pierre et vous, l'émission qui, toute la semaine, vous donne la parole sur différents thèmes d'actualité ou de la vie. Et cette semaine, vous le savez, nous sommes au Guilvinec, au lycée maritime du Guilvinec, dans le sud Finistère, avec notre correspondant Médéric Pirker. Je suis en plateau ici avec Claire Fournier, qui est journaliste économique à TF1, mais qui, maintenant, dans cette deuxième partie d'émission, va nous parler de sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère qui était bretonne et fière de l'être. Mais bien sûr, Léonarde. Oui, J'ai même une photo avec sa coiffe. Vous avez une photo d'elle? Oui, on peut peut-être essayer de la voir. Est-ce qu'on la voit? Je ne sais pas si on la voit bien. Elle a sa Allez, coiffe. un petit Alors moi, plan. je ne l'ai pas connue. Vous n'avez pas connu, c'est votre arrière-grand-mère. Mais toutes les photos d'elle, oui, toutes les photos d'elle, elle avait sa coiffe qu'elle arbore fièrement. Eh bien, la coiffe, on en est fiers, je pense, au Guilvinec, car on est en plein pays bigoudin. Pour en parler sur ce plateau aussi, Michel Izard, qui n'est pas breton, mais qui nous parlera des langues régionales, de l'attachement des Français à leur culture et à leur langue régionale. Et puis Catherine André est également avec moi, vous le savez, pour nous dire ce que vous pensez sur les réseaux sociaux du développement ou pas de ces langues régionales, notamment. Alors la culture bretonne, on y est attaché ou pas? On va commencer par un petit micro-trottoir de Médéric Pirker dans les rues du Guilvinec ce matin. Regardez. Être breton, c'est d'abord d'aimer la mer, d'aimer la région, d'aimer les crêpes surtout, d'aimer le cidre. Les crêpes, les galettes, le queen aman, et puis aussi le queen au niveau des crêpes. Les spécialités culinaires, vous aurez aussi, bien sûr, au Guilvinec, tout ce qui est poisson, crustacés, les langoustines, qu'on trouve à très bon prix ici. Les demoiselles du Guilvinec, qui sont un véritable délice. Voilà. C'est un pays. C'est pas, ça n'est pas qu'une région, la Bretagne, c'est un pays. Ici, déjà, on est en pays bigoudin. Voilà, donc ils sont bigoudins avant d'être bretons. Voilà. Quoi vous dire d'autre? C'est des gens chaleureux. Une fois qu'ils vous ouvrent leurs portes, vous êtes adoptés. La culture bretonne, je sais pas, les bagades, les cercles celtiques, je sais pas moi... La gastronomie aussi, gâteau breton déjà. C'est notre patrimoine quand même. Ma grand-mère était bigoudenne jusqu'à la fin de ses jours, elle portait la coiffe, et puis je l'ai encore à la maison d'ailleurs, la coiffe de ma grand-mère. Ouais. C'est vrai qu'ils ils avaient beaucoup, même mes cousines, mes cousins ont participé à des bagailles, à des danseuses. On a toujours respecté tout ça. Ouais. Une identité qui est riche, ouais, et qui perdure, et c'est ça qui est bien. Mais il y a la musique et surtout les danses qui sont encore perpétrées quand même depuis longtemps. On garde ça, on aime bien aussi tous les costumes. Non, c'est assez intéressant aussi, tous les fest-noz qui nous manquent bien cette année quand même, parce qu'avec on ne peut pas y aller, mais c'était vraiment intéressant, toutes les fêtes qu'on a dans la région. Mais vous avez les grandes fêtes de pardon, les grandes promini, tout ça, où ils respectent cette tradition au niveau des costumes, au niveau... je trouve ça c'est vraiment super. On s'est connus au Festival interceltique de Lorient, voilà. Et c'est pour ça, la Bretagne, je peux que l'aimer. On est fiers de ces racines en pays bigoudin. Ce sont un peu les vôtres aussi, Claire. Médéric Pirker, vous êtes toujours au lycée maritime. On a parlé de la pêche en première partie de l'émission. Dites-nous quels sont vos invités pour cette deuxième partie. Eh bien, écoutez, 3 nouveaux invités. Arnaud est un défenseur de la langue bretonne. Il est amoureux de cette langue. Il l'a appris au collège, au lycée et à la faculté. Nous avons aussi comme deuxième invité Mona. Donc Mona, vous êtes bigoudaine de souche. Vous êtes membre du cercle celtique de Combrit. Vous dansez, vous connaissez tous les types de danse et vous connaissez très bien aussi le textile, les tenues traditionnelles. Et ensuite, nous avons Guénaël Théo. Guénaël Théo, que peut-être les téléspectateurs de TF1 LCI connaissent très bien. C'est l'ancienne correspondance du bureau de TF1 à Brest, plus de 20 ans de carrière, environ 2000 reportages. Vous connaissez très bien la Bretagne au gré de vos rencontres, au fur et à mesure de vos rencontres sur les îles et au pied des phares. Avant de parler avec vous, je suis content de vous avoir avec nous, Guéna. Vous êtes l'une des journalistes françaises qui connaissent le mieux la Bretagne et la culture bretonne. Et on est fiers que vous soyez avec nous. Michel Izard, oui. Les cultures régionales. Comment les Bretons sont-ils attachés à leur culture? C'est quoi la culture? C'est la langue d'abord? C'est quoi? La culture, oui, on peut dire que c'est la langue, parce que la langue a permis de véhiculer des chansons, des histoires, des contes au long de siècles et de siècles, ici en Bretagne et un peu partout en France. Vous mettez la langue à l'origine des racines dans les régions? Il y a beaucoup de noms de lieux qui
en eux-mêmes racontent une histoire et qui sont des noms issus de la langue régionale. C'est valable en Bretagne, mais c'est valable aussi en Occitanie, c'est valable en Corse, au Pays Basque, en Corse. Alsace et ailleurs. Et donc, si on perd la langue à un moment donné, on perdra le sens des noms des lieux et une part de leur poésie. Alors, on rappelle, avant de laisser parler nos invités, on rappelle que la langue officielle de la France, c'est la langue française dans la Constitution de 1958. Oui. Mais, depuis 2008, il y a les langues régionales. Les langues régionales sont, disons, pas vraiment, je dirais, reconnues. Mais elles appartiennent au patrimoine. Elles appartiennent au patrimoine, mais c'est comme une sorte de constellation, parce que par exemple, le monsieur nous en parlera sans doute pour la langue bretonne, mais Pierre Jacques hélas dans le Cheval d'Orgueil, il raconte bien que il y a 1000 Bretons, et d'un village à l'autre, d'une petite région à l'autre, ils ne se comprenaient pas, et qu'on a été obligé, en quelque sorte, pour sauver cette langue, de la normaliser, pour pouvoir l'apprendre, en faire une grammaire, une syntaxe et l'apprendre à l'université comme l'a fait peut-être. Alors la Bretagne n'est pas la seule concernée, comme vous l'avez dit. Il y a 75 langues et dialectes régionaux. Mais au moins. En métropole et dans les bon monsieur. Mais au moins. Mais oui, parce qu'en fait, l'occitan, il est divisé entre le provençal, le gascon, le limousin, l'auvergnat. Mais à l'intérieur même de cet auvergnat. On est là pour parler de la Bretagne. Oui, non, mais. Il nous ramène chez lui tout de suite. Mais tout de même, on peut parler un peu des Corbières. Il y en a quelques-unes, on peut passer le bac, il y en a 13, où on peut passer le bac en langue vivante. Oui, ou en option. Alors le catalan, le corse, le basque, il y a même donc l'occitan, le tahitien, les langues mélanésiennes, le gallo, le francisco-lorrain et l'alsacien. Non, mais si on se met à parler des outre-mer, alors c'est encore plus, parce que rien qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a 28 langues, si vous voulez. Bon, on est attaché à nos langues régionales. Un sondage de 2011 nous disait que 14% des Français parlaient une langue régionale. C'est beaucoup. Alors, on repart en Bretagne avec nos invités. D'abord, Arnaud et les Gouettes. Dites-nous, monsieur, tout à l'heure, bonjour d'abord. Tout à l'heure, Médéric nous a dit que vous aviez appelé vos 3 enfants, vous y avez tenu avec des prénoms bretons. C'est si important que ça pour vous ? Ouais, je pense que c'est d'abord parce que ma femme et moi trouvions les prénoms très beaux. C'est pas vouloir imposer un prénom parce qu'on est en Bretagne et qu'il faut absolument donner un prénom breton à ses enfants. C'est d'abord, c'était pas du tout du militantisme, c'est parce qu'on trouvait les prénoms très, très beaux, comme je viens de vous le dire. Et puis ensuite parce que, comme on a la chance en Bretagne d'avoir une culture différente du reste de la France, on trouvait aussi important de ne pas leur donner un prénom américain ou éventuellement français, mais de garder, de leur donner une identité dès leur naissance, tout simplement. Alors, il s'appelle Asilis, Bleuen et Télio, 3 très jolis prénoms, mais quand même, vous dites, vous ne faites pas ça par militantisme, mais vous faites partie de ces gens qui veulent défendre la langue bretonne et qui veulent qu'on la développe. Alors, comment la développer encore ? Eh bien, en fait, moi, j'ai toujours connu la langue bretonne. Quand j'étais enfant, en fait, mes grands-parents échangeaient en breton quand ils ne voulaient pas que je comprenne ce qu'ils disaient. Quand il y avait des repas de famille, c'était aussi une langue qui était vraiment beaucoup parlée par mes oncles et tantes. Et puis, ça ne m'a pas beaucoup étonné durant les premières années de ma vie. Je trouvais ça normal. Il y avait une langue en plus, mais je ne me posais pas trop de questions. Et puis, progressivement... j'allais chanter avec ma mère dans une chorale qui chantait parfois en langue bretonne. Et de plus en plus, j'ai été surpris de voir que c'est une langue qui m'échappait vraiment beaucoup, qu'on m'avait un petit peu, qu'on m'avait pas apprise. Et ça m'a vraiment beaucoup questionné. Et donc, progressivement, j'ai décidé de l'apprendre à l'école dans un premier temps. Et puis, après, donc, comme a dit Médéric, au lycée, à l'université. Et puis, je me suis vraiment passionné beaucoup pour cette langue-là, que je trouve vraiment magnifique. Et puis progressivement, j'ai enseigné pendant quelques temps dans un collège d'Iwande, dans lequel la langue du quotidien est le breton. Et puis un jour, en allant au CDI, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages en langue bretonne pour la jeunesse, ou en tout cas, on pouvait faire mieux. Et donc, je me suis dit que j'allais essayer, à mon petit niveau, de créer une maison d'édition associative pour justement proposer d'autres livres. Vous traduisez des BD en langue bretonne. Voilà, donc j'ai commencé par Boule et Bill, il y a une vingtaine d'années. Et puis progressivement, on a élargi le champ avec des BD comme Titeuf, par exemple.
Donc aujourd'hui, on a traduit, parce qu'on est une petite équipe à travailler là-dessus, à 80 livres. Et donc ça se fait en plus de... ça se fait le soir, hein, puisque c'est pas mon travail, ça se fait pendant mon temps libre en fait. Certains jouent au foot, d'autres sont sur YouTube. Moi je traduis, j'ai dit des bandes dessinées pour la jeunesse. Alors, vu d'ailleurs, on a de temps en temps l'impression, quand on évoque les langues régionales, que les gens qui parlent les langues régionales sont de dangereux indépendantistes. Est-ce que, en voulant défendre le breton, vous êtes quelqu'un qui veut défendre la Bretagne? Vous êtes plus breton que français, les deux? Comment on peut distinguer les deux? Je pense que le problème des gens qui ont ont ces idées-là, eh bien, est dû au fait que la France reste un pays très jacobin et qui refuse parfois de donner des droits aux minorités linguistiques de son territoire. Et j'ai lu il y a quelques jours, par exemple, dans le Télégramme, il y avait une interview de Jean-Michel Blanquer qui disait « Vive le breton ». C'était un gros titre en deuxième page du Télégramme. Et je me disais quelle hypocrisie, puisque Jean-Michel Blanquer, depuis qu'il est devenu ministre de l'Éducation nationale, freine de tous les côtés pour empêcher que les langues minoritaires, que ce soit le corse, le basque ou le breton, soient enseignées au lycée du fait de la réforme du bac. Pourtant, il est bien au courant des problèmes, mais il ne fait rien. Il en va de même pour l'ouverture de classes bilingues. L'éducation nationale n'est pas un modèle en la matière, et tous les ans, il faut se battre. Il y a des associations de parents qui se battent heureusement pour qu'il y ait de plus en plus de classes dans lesquelles on apprenne et le breton et le français. Et alors puis, si ça étonne certains téléspectateurs d'LCI, il faut quand même savoir que 80% des enfants de 8 ans sont au moins bilingues dans le monde. Donc c'est une norme d'être bilingue naturellement quand on est enfant. Donc vous pensez qu'il y a encore des progrès à faire pour développer les langues régionales et vous pensez que le gouvernement n'en fait pas assez. Pourtant, il y a des écoles, on ne parle pas des écoles publiques, mais les écoles d'Iwan que vous évoquiez. On va voir un petit reportage qui a été réalisé par une autre de nos correspondantes à Brest, Tara Lagoutte, qui parle breton d'ailleurs elle-même, elle est bretonne, est fière de l'être, et elle a fait un petit reportage dans une école d'Iwan à Pontcroix dans le Finistère. Regardez. Dans cette école, l'immersion en breton commence dès l'arrivée le matin. Ses parents, pas forcément bretonnants, ont choisi une école d'Iwan pour leurs enfants, pour plusieurs raisons. Parce qu'on a bien aimé le bilinguisme, pour avoir l'immersion en breton ici. Et puis le français à la maison, quoi. Il y a des études qui ont montré que les enfants qui faisaient le collège et le lycée à Diwan étaient beaucoup plus ouverts au monde, apprenaient les autres langues et les autres cultures beaucoup plus facilement. C'est ça qui nous motive, ouais. Créées il y a un peu plus de 40 ans, les écoles du réseau Diwan appliquent le principe de l'immersion. Tous les cours sont en breton. C'est quelque chose qui est important pour moi, de défendre cette langue régionale qui existe, qu'on retrouve dans les chants, dans les danses, dans beaucoup d'aspects de la culture bretonne en fait. Et du coup, ça me plaît de transmettre ça aux enfants. Alors Glenn... Héloïse, elle, a choisi de quitter son ancienne école pour venir à Diwan. J'avais envie d'apprendre une nouvelle langue. C'est la langue de ce pays-là et ça serait bien de la garder. J'aime bien le breton parce que faut le sauver, quoi. Il est un petit peu en train de se perdre, alors pourquoi pas. Des écoles comme celle de Pontcroix, il en existe 48 en Bretagne. Diwan compte aussi 6 collèges et 2 lycées. Pourtant, rien n'est acquis pour ces écoles associatives. On a toujours des difficultés à faire tourner nos écoles, à trouver des financements. On va avoir vraiment besoin que les collectivités et l'État nous suivent encore plus. Pour que la belle histoire continue, Diwan, tout comme les autres écoles bilingues de France, milite pour un véritable statut pour les langues régionales. Voilà, les langues régionales, c'est important. Elles sont en danger, disent beaucoup de gens. Elles se parlent de moins en moins en France ou elles réussissent à se maintenir, Michel Izard? C'est-à-dire que c'est véritablement difficile de savoir exactement combien il y a de locuteurs de langue parce qu'il n'y a pas d'enquête, de recensement. Monsieur parlait de minorité linguistique, mais il n'y a pas de minorités linguistiques qui sont reconnues en France en tant que telles. On considère qu'il y a des langues régionales, des parlers régionaux, et c'est très difficile de savoir exactement combien. Et surtout, ce qui est très difficile de savoir et là où le danger est vraiment très important pour ces langues régionales et ces dialectes régionaux, c'est
est-ce que ce sont des langues qu'on apprend et donc on connaît quelques mots et qu'on est capable de parler, ou est-ce que ce sont aussi des langues maternelles? Et en tant que langue vraiment maternelle, je pense que c'est en sérieux déclin parce que une langue qu'on apprend au berceau, c'est la langue maternelle. Une langue qu'on apprend à l'école, ce n'est une langue supplémentaire. On va se tourner vers Guénel, Théo, parce que Guénel, correspondante de TF1 pendant longtemps, pardon Guénel, de rappeler qu'ensemble on a passé pas mal d'années à Ça se voit pas. TF1. Guénel, au fil des années, est-ce que les gens que vous avez rencontrés dans toute la Bretagne parlent moins breton aujourd'hui qu'à 20 ans ou autant? Alors c'est vrai qu'après avoir partagé énormément de magnifiques rencontres aux quatre coins de la Bretagne, parce qu'il y a du breton, le breton n'est pas le même en fonction même des départements. Et moi je pense qu'en fait quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de Bretons à la campagne. J'entendais beaucoup parler breton, les anciens du côté de Plouguerneau, dans le Nord Finistère, au Pays Bigoudin. Et en fait, au fil des années, on a l'impression que ce breton-là, la pratique de la langue, s'est déplacée vers les villes. Et je pense que c'est ce qu'il faut noter, enfin c'est ce que j'ai remarqué en tous les cas. Ça peut être quoi, à votre avis? Un attachement plus profond des jeunes d'aujourd'hui à leurs racines que leurs parents avaient peut-être oubliées? Mais je pense que les jeunes Bretons, ils sont nés dans cette nouvelle génération où la culture bretonne a redémarré il y a quelque temps. En 20 ans, en fait, on a l'impression que l'identité bretonne, elle a trouvé une nouvelle vie. Et il y a des associations, des jeunes dans des associations. On a 700 000 bénévoles dans le monde associatif aujourd'hui en Bretagne. Donc tout le monde est très attaché à sa région, s'investit énormément. Et on a des jeunes dans les lycées maintenant aussi, dans les écoles, etc. Donc je pense qu'il y a eu un grand élan là, de culture bretonne il y a une trentaine d'années. Et bien, les jeunes d'aujourd'hui ont connu ça. Quand ils sont arrivés, ils ont entendu parler breton. Et Dieu merci, il y a de l'espoir que ça continue. Claire Fournier, vous voulez ajouter? On le voit, Guénel, vous serez peut-être d'accord avec moi, avec les prénoms. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes s'appellent Nolwenn, Maël, que dans les années, ceux qui étaient nés après-guerre, ils avaient des prénoms... comme le reste de la France. Donc on voit ce particularisme. Donc il y a ce retour-là. Et puis vous parliez des jeunes, Guénaël. Il y a à côté de vous une jeune bigoudaine. Alors là, découverte grâce à Médéric Pirker, j'imaginais que les bigoudaines avaient toutes plus de 95 ans. Et je trouve à côté de vous, Mona, vous avez 26 ans, vous êtes bigoudaine, fière de l'être. Et mon petit doigt m'a dit que chez vous, vous portiez la coiffe. C'est vrai ? Alors oui, je n'ai pas 86 ans, en effet. Oui, chez moi, je porte la coiffe. Alors c'est un peu, dire ça comme ça, ça peut faire un peu archaïque. Mais en fait, dans cette période un peu particulière de crise sanitaire, il a fallu qu'on trouve d'autres moyens pour se retrouver, pour se connecter et pour pas perdre la main. Poser sa coiffe, c'est un entraînement. Et du coup, avec les autres jeunes de l'association, de mon cercle celtique, en fait, on pose la coiffe chacun chez soi, en visio. On fait des téléposes de coiffe, comme d'autres font du télétravail. D'autres traduisent les BD à la fin de leur journée en breton. Eh bien, moi, je pose ma coiffe face à mon ordinateur avec mes autres copines du cercle qui posent leur coiffe chacune chez elles. Alors, vous êtes membre du cercle celtique de Combrit, c'est ça, depuis l'âge de 4 ans. Qu'est-ce qu'on y fait dans un centre celtique? Bon, poser la coiffe, mais pas seulement. Je vois derrière vous un très beau costume. On y est attaché aussi au costume? Alors oui, on est très attaché au costume et à la coiffe. C'est assez particulier en Pays Bigoudin, mais pas uniquement. Hein. Les costumes bretons sont un très fort lien, en tout cas, qu'on a. Ça fait partie de nos racines aussi, le patrimoine textile. D'aucuns s'intéressent au patrimoine bâti. Voilà, nous, c'est le patrimoine textile qui nous porte à aller chercher des archives de photographies et essayer de les reproduire aujourd'hui. C'est une des activités de notre association. Faire de la création donc de costumes pour pouvoir les porter sur scène, notamment. L'autre activité de notre association, c'est donc de créer des chorégraphies, de se transmettre les danses traditionnelles, les apprendre et les mettre en scène pour pouvoir mettre le costume sur scène et présenter à la fois la danse, le costume et puis la jeunesse dont vous parliez, la jeunesse des 30 dernières années sur scène. Et en plus de cela, l'association de Combrit a cette particularité qu'on est un ensemble, on a un bagad avec nous, un bagad et un cercle. Les bagads, c'est les ensembles musicaux donc de percussions bombardes et cornemuses. Et donc on est accompagné à la fois de ce bagad et d'un orchestre.
Est-ce qu'il y en a encore dans tous les villages comme autrefois, des groupes comme ça, avec bagades, avec costumes? Il y en a beaucoup, il y a des fêtes bretonnes où on voit tous les villages arriver. Ça reste très, très vivace, ces traditions? Alors, c'est très, très vivant, ça c'est sûr. C'est très jeune également. On parlait des prénoms. Je pense que la culture bretonne attire énormément de jeunes, d'adolescents notamment. Dans les villages, oui, moi je viens d'un petit village, Combride, c'est pas du tout une grande ville. En pays bigoudin, on a beaucoup de cercles celtiques pour la taille du pays bigoudin. Après, c'est vrai qu'en Finistère, particulièrement Finistère Sud, il y a vraiment une très forte effervescence autour de la culture bretonne, peut-être plus qu'ailleurs en Bretagne, même s'il y en a tout de même beaucoup de cercles en Bretagne et en France, parce que dans notre confédération, il y a des cercles qui sont à Lille, à Paris, à Dijon. Voilà, on en a partout en France. Des gens dansent, font de la danse bretonne et portent le costume. Alors vous êtes chorégraphe, vous parliez des danses. C'est quoi la danse bretonne? C'est la gavotte, la ronde, un peu tout? Alors, ça n'existe pas, la danse bretonne. Quand on parle de la danse, c'est plutôt la culture de la danse bretonne. On parle de la même manière de la danse classique ou de la danse contemporaine. Et pourtant, il y a plein de mouvements. La danse bretonne, en fait, ce sont des danses. Chaque terroir, chaque petit territoire avait sa particularité. En pays bigoudin, on dansait notamment la gavotte bigoudaine. Et encore, à cela, il faudrait ajouter que chaque village a son mode. À la mode de Combrite, à la mode de Pont-l'Abbé, à la mode du Guilvinec. Et donc, on trouve plein de variantes. Et comme la danse a évolué dans le temps, on retrouve autant de variantes que de villages, mais aussi que de générations presque, puisqu'elle n'a jamais été dansée de la même manière. Elle ne cesse d'évoluer, surtout depuis la création des cercles celtiques. Moi, je suis épaté par votre passion quand vous parlez avec votre amour pour ces danses. Michel, voulez-vous dire quelque chose? Non, mais simplement, je me demandais, vous, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Est-ce que c'est une façon d'affirmer une identité, d'affirmer une différence? Pourquoi vous recherchez autant, disons, à vous affirmer de cette manière-là? Aucune idée. Affirmer une différence, je dirais pas. Vous parliez d'identité tout à l'heure en disant que certains disent qu'ils sont d'abord bigoudins ou d'abord bretons avant d'être français. Moi, j'ai toujours eu cette habitude de dire que je suis, en tout cas, du pays bigoudin. C'est vrai que ça fait partie de mon identité, c'est dans mon ADN. En revanche, non, je pense que la passion, c'est un tout. Le milieu culturel breton, il a de ça qu'il peut intéresser tout le monde, à la fois sur les costumes, à la fois la danse, à la fois la musique, mais aussi l'investissement associatif dans des bureaux. C'est tellement large ce qu'on peut proposer que, en fait, c'est un milieu associatif, mais qui a énormément de portes d'entrée et qui est surtout intergénérationnel. Et est-ce que vous parlez breton? Malheureusement, non. Je l'ai appris au collège pendant 4 ans, mais par manque d'occasion de le parler, eh bien, je l'ai perdu. Et puis, ma grand-mère ne le parlait pas, mes grands-tantes, oui, mais du coup, c'est vrai que j'ai pas pris l'habitude de le pratiquer. Et comme toute langue, quand on ne la pratique pas, on la perd malheureusement. Votre voisin Arnaud Hellégouët a du boulot. Il y a encore des jeunes Bretons qui s'intéressent, qui sont passionnés par l'identité bretonne et qui ont envie de parler breton. Vous disiez tout à l'heure quand même que le ministère, le gouvernement faisait pas grand-chose, Arnaud. Qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite pour développer la langue bretonne sans nuire à l'apprentissage du français? Mais il est prouvé que c'est pas du tout il n'y a pas d'opposition entre apprendre le français et apprendre le breton. Bien au contraire, plus un enfant entend de langue étant jeune, plus il a même d'en apprendre plus et plus facilement après. Donc je pense qu'il faudrait généraliser par exemple, puisque vous en parlez, l'offre bilingue à tous les établissements scolaires de la région par exemple. Ça pourrait commencer par ça. Et ça pourrait être aussi une chaîne de télévision en langue bretonne, par exemple, pour que tous les enfants qui sortent de l'école le soir puissent avoir des dessins animés en langue bretonne, puisque aujourd'hui, à peu près 80% des enfants qui sont en classe bilingue ont des parents qui ne parlent pas breton. Et ça pose un peu un problème, puisque pour ces enfants, justement, la langue... le breton n'est que la langue de l'école. Il faut aussi que ce soit la langue des loisirs pour que la langue soit parlée naturellement. Alors, on va repartir maintenant vers Guénhaël Théo parce que on a compris, costume, coiffe, danse, langue. Il n'y a pas que ça. La Bretagne, c'est pas d'abord, Guénhaël, les paysages.
l'attachement au paysage. Les paysages, bien sûr. L'attachement au paysage. Mais j'ai envie de dire, les paysages, ils vont avec les Bretons, en fait. Les paysages, c'est ce qui amène les gens en Bretagne, mais c'est ce qu'on vit, nous, au quotidien. Et un paysage, le matin, on a beau le voir tous les jours, on s'en lasse pas. Il y a toujours des lumières différentes. On a 4 saisons en une journée. On dit toujours ici qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Donc, c'est quand même incroyable. Et puis, il y a quelque chose, Guenelle, qui vous passionne. Profondeur. On a le patrimoine maritime, oui. Le patrimoine maritime, j'allais en venir. Regardez les phares, par exemple. Nos phares en mer. Cette épopée maritime. Le phare d'Armen, on a mis 34 ans à le construire parce qu'il y avait les tempêtes, il y avait les courants. Vous vous rendez compte ce qu'ont fait nos anciens? Et donc aujourd'hui, il faut les sauvegarder, bien sûr, il faut les préserver, tous ces phares-là. Et on en parle beaucoup ici en ce moment. On a d'abord un très beau musée à Ouessant, magnifique à visiter, des collections superbes. Et puis aujourd'hui, on va prolonger un petit peu tout ça à Brest avec la création du Centre national des phares qui va ouvrir au public dans 1 an et demi, normalement. Il y a encore des phares habités, Guenelle? Alors, les phares en mer ne sont plus habités, ils sont désertés maintenant de leurs gardiens. Maintenant, toute la difficulté, c'est de valoriser justement ces édifices, parce qu'ils ont été construits pour 100 ans, et puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils sont encore debout. Donc, difficile de les rendre accessibles, alors qu'ils sont loin de tout. Et le but aujourd'hui, dans tous ces projets autour des phares, de valorisation du patrimoine, c'est de rendre accessibles ces phares au grand public. Donc, forcément, il y a tout à créer et je pense que ça peut être vraiment très intéressant de reparler de tout ça. Là, la petite musique qu'on entend, comme on est dans un lycée, c'est normal, ça doit être l'heure de l'intercours, peut-être. C'est la récré. C'est la récré. Non, c'est pas encore la récré pour nous. C'est la récré. C'était important d'évoquer ce patrimoine avec vous, le patrimoine linguistique, le patrimoine culturel plus large, avec les danses, avec les costumes, avec les phares, avec la couleur de la pierre, tout simplement, avec les chapelles. Ce patrimoine, les Français, ils sont vraiment très attachés partout, Michel, et de plus en plus. On voit bien qu'il y a un mélange là entre ce que un pays où on parle de Bretagne, certains des interlocuteurs disaient la Bretagne c'est un pays, mais un pays c'est un paysage, comme le dit, c'est une langue, c'est des mots pour dire des noms de lieux, c'est aussi de la musique, c'est tout un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en Bretagne particulièrement, il y a un retour vers ça, peut-être parce qu'on le redécouvre, et on redécouvre là quelque chose qui a peut-être été un peu méprisé et dont on voit la valeur qu'on ne voyait peut-être pas il y a 40 ou 50 ans. Et je crois que c'est vrai dans toutes les régions où il y a une culture forte, Pays Basque, Alsace, Corse, toutes les régions où il y a une culture forte, on y revient. Les jeunes peut-être ont besoin de se raccrocher à des racines, plus le monde s'ouvre, plus on a besoin de se raccrocher peut-être, non? Peut-être, mais ça veut dire aussi que c'est pas forcément parce qu'on regarde sur ses racines qu'on n'est pas ouvert au reste et peut-être même au contraire. Alors, effectivement, l'ouverture. Faut-il préserver nos cultures régionales, nos langues régionales? C'est la question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux, Catherine. Que nous ont répondu les téléspectateurs de LCI? Mais il y a eu beaucoup de témoignages de Bretons, de Basques, de Ch'tis, d'Alsaciens, de Corses qui ont répété effectivement leur attachement à leur langue régionale avec beaucoup les mêmes mots qui reviennent, le mot héritage, racine. Alors de manière générale, Jean-Luc, voilà ce qu'il dit. Ce qui fait la beauté de notre pays, c'est sa diversité. Vous faites 100 km et vous êtes dans une autre région avec ses richesses. Patois ou encore cuisine, c'est à garder, à entretenir et à sauvegarder. Alors ce qui ressort beaucoup, c'est la nécessité d'enseigner ces langues pour qu'elles continuent à exister. Sylvain, par exemple, écrit « Je pense même que nos enfants devraient les apprendre à l'école publique ». Sur ce sujet, Mathieu, qui est un internaute corse, se réjouit. En Corse, il dit « La grande majorité des écoles sont bilingues ». Anne-Claude, une internaute bretonne, se félicite également. La langue bretonne est encore bien présente chez nous. Il y a un engouement chez les jeunes. C'est bien que cela revienne en force. Alors ça, c'est pour les optimistes. Il y a également des internautes qui sont plutôt négatifs. Un certain nombre qui estiment que les langues régionales sont en danger parce que l'État n'en fait pas assez. Justine, par exemple, voilà ce qu'elle dit. C'est pas gagné de les préserver car au fond, ce n'est pas du tout la volonté de l'État français. L'idée de l'État-nation avec une langue unique est toujours bien ancrée à Paris. Il y a beaucoup d'internautes qui expliquent que leur petite langue, leur dialecte, leur patois local leur semble menacé, leur semble en voie d'extinction. Catherine, par exemple, une Corrézienne, j'adore
j'adore parler notre patois corrézien, mais après ma génération, plus personne ne connaîtra cette langue. Eh bien là, je suis pas d'accord, parce que c'est ce qu'on disait il y a 30 ans, et les langues régionales, elles existent toujours, et elles existent même de plus en plus. Un dernier mot avec nos 3 invités, d'abord avec Mona. Mona, comment résumer tout ça? C'est la fierté d'être bretonne que vous avez en tête et dans le cœur? Alors oui, évidemment, c'est une fierté d'être bretonne. C'est une volonté aussi, non pas d'être breton, parce que ça, je n'ai pas choisi, mais c'est une volonté de pérenniser et de transmettre. C'est, je pense, le mot d'ordre aujourd'hui, notamment dans la situation qu'on vit. La transmission, c'est très très important pour nous, la transmission de la culture. Moi, je suis particulièrement passionnée, mais le plus important, c'est de transmettre cette passion aux jeunes générations pour s'assurer que ce soit eux ensuite qui puissent porter le flambeau et puis voilà, qu'on puisse justement la faire vivre par les humains en fait. Arnaud Legouet, vous êtes d'accord? Transmettre, 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 et vous, c'est la langue d'abord? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de fierté particulière non plus de mon côté. C'est juste, je suis juste né en Bretagne et donc j'ai envie que la langue de mes grands-parents continue d'exister le plus possible, tout simplement. Merci d'avoir été avec nous. Guénaël Théo, être bretonne et travailler en Bretagne pendant 20 ans pour TF1 et LCI, c'est quand même le bonheur. Ça restera un immense bonheur pour vous. Un immense bonheur, bien sûr, de travailler pour TF1 LCI, mais surtout de travailler dans ma région. Moi, je vous le disais tout à l'heure, je suis de la forêt de Brocéliande. Je suis arrivée à Brest pour 6 mois. Ça fait 28 ans cette année que j'y suis. Voilà, c'est comme ça. La solidarité bretonne me plaît beaucoup, me touche. Les Bretons sont très solidaires entre eux. Et ça serait bien que certaines régions en prennent de la graine, si j'ose dire. Merci voilà, Guénaël, vous parlez si bien des îles aussi, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on fera une émission un jour sur la vie des Iliens. Là aussi, on pense à eux. On vous a posé une question aussi par sondage, Catherine, André. Êtes-vous attaché aux langues régionales? Faut-il les préserver? Eh bien, à 83%, les internautes y sont attachés, veulent les préserver, contre seulement 17% qui se prononcent contre. Médéric Pirker. Médéric, c'est pas un prénom breton. Vous apprenez le breton ou pas? Non, du tout. Et vous n'avez pas un petit livre avec vous? J'essaye, parce que ça permet de... toujours sur moi, j'ai le guide de conversation des enfants en breton, mais moi j'apprends quelques petits mots tous les jours. Là, aujourd'hui, ça va être pomme de terre. C'est Avalou Douar. Ben voilà, continuez à apprendre le breton, continuez. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous. Merci aux marins-pêcheurs qui étaient avec nous tout à l'heure. Des reportages, des beaux reportages de Guénaël, de Médéric ou de Tara Lagoutte sur la Bretagne. Vous pouvez en voir des dizaines et des dizaines. Ils sont tous regroupés sur la JPP TV. Vous connaissez la JPP TV, c'est simple, www.jpptv.fr. Vous mettez votre adresse mail, un mot de passe et vous regardez des milliers de reportages sur les richesses du patrimoine des régions. Et je vous y retrouve de temps en temps. Merci Claire, merci Michel, merci Catherine. Comment on dit au revoir en breton, Médéric? Kenavo et Arvéchal. Au revoir et à bientôt. Kenavo et Arvéchal. C'est bien ça. Salut, à bientôt et l'info continue sur LCI.